Bonjour à tous et bienvenue chez vous sur Vib Radio dans l'émission Un portrait en transparence. C'est une émission dans laquelle je reçois des artistes francophones de tous horizons venus nous partager leur expérience et leur parcours de vie. Et aujourd'hui, je reçois Francis Dumouriez, un auteur français devenu américain. Francis Dumouriez a quitté la France à la fin des années 60, poussé par un désir de voyage et par son amour de la culture américaine. Il nous racontera son tour du monde qui l'a amené entre autres à Woodstock, puis dans la jungle amazonienne et à Rio de Janeiro pour finalement poser ses valises à New York. J'ai été très impressionnée par son parcours atypique, aussi bien dans sa vie personnelle que professionnelle. Sa vie est vraiment très inspirante et il m'a semblé comme une nécessité, je dirais même essentielle de vous le présenter parce que nous avons tous besoin d'inspiration. Bonjour Francis. France, comment allez-vous ? Je vais très bien, je vous remercie. Je suis très heureuse de vous accueillir. Alors je vous présente comme il se doit. Vous êtes auteur de plusieurs livres dont nous parlerons plus tard dans l'émission car vous avez plusieurs cordes à votre arc puisque vous êtes également producteur et acteur et que vous avez donné la réplique à de grandes stars américaines. Mais nous y reviendrons. Alors on peut donner votre âge, vous avez 78 ans, une très grande expérience de la vie, que ce soit dans les relations humaines en général ou dans le regard que vous portez sur le monde. Vos voyages, vos rencontres, vos différentes professions, votre engagement, mais aussi vos aspirations, votre joie de vivre, votre philosophie de la vie, nous invitent à nous réinventer comme vous l'avez fait vous-même. Cela vous inscrit à mes yeux dans la lignée des sages. Toutefois, avant de découvrir l'homme sage que vous êtes devenu, vous avez d'abord été un tout petit enfant. Vous êtes né le 13 janvier 1947 à Pavillon-sous-Bois dans le 93, où vous avez grandi avec vos parents et vos deux sœurs. Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance ? En fait, de très très bons souvenirs. Pourtant, c'était pas une période facile. C'était juste après la Deuxième Guerre mondiale, dans une banlieue pauvre. Mon père était dans l'armée française en tant que sous-lieutenant. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, ma grand-mère comptait le nombre de cubes de sucre qu'elle pouvait mettre dans son café, aussi bien que le nombre de grains de café, etc. Donc, financièrement, matériellement, c'était pas brillant, mais j'en garde un excellent souvenir. Quel genre d'enfant étiez-vous ? La discipline, que ce soit dans le côté républicain de l'école française ou du côté religieux des jésuites, j'étais indiscipliné. J'étais pas sauvage, je cassais rien, mais j'étais pas avec tout le monde, quoi. On peut imaginer que le métier de votre père, qui était un militaire de carrière, ait pu jouer un rôle peut-être dans votre désir de liberté et de remise en cause de toute forme d'autorité. J'aimerais bien savoir qui était votre père et comment cela se passait pour vous avec lui. Ça se passait pas trop mal quand il était là, parce que quand il était là, c'était l'armée. Mais il était pas là la plupart du temps. Mon père était toujours absent, puisque après la Deuxième Guerre mondiale, l'armée française était très occupée. Nous sommes allés en Allemagne quand j'avais 3 ans, puisque mes sœurs y sont nées. Et après, mon père est allé en Indochine. Donc on est retourné à Pavillon-sous-Bois. Ma mère, mes 2 toutes petites sœurs, moi à l'école maternelle. Je passais plus de temps avec ma grand-mère qu'autre chose. Nous sommes allés au Maroc quand j'avais 8-9 ans et nous y avons passé près d'1 an. On vivait dans une zone militaire de l'armée française et j'en garde d'excellents souvenirs. Pourtant, c'était la guerre. Tout au long de votre scolarité, vous êtes plutôt brillant et vous arrivez jusqu'au bac en 1966. Quelle direction prennent alors vos études après le bac ? Alors tout d'abord, après le bac, j'ai été à la fac de droit rue d'Assas pour faire plaisir à mon père. Quand il a pris sa retraite, relativement jeune, il a passé les examens de l'ENA pour devenir sous-préfet, ce qu'il est devenu sous-préfet. Et donc pour lui, je devais faire des études de droit pour éventuellement faire Sciences Po et ce genre de carrière administrative. J'ai passé 1 an à la fac de droit à rue d'Assas et c'était vraiment pas pour moi, ni dans les études, ni dans le milieu. Et au bout d'1 an, je lui ai dit, basta, ça suffit. Je vais faire ce que je veux. Et pour moi, c'était l'anglais, puisque c'était la langue où j'excellais. Et puis la culture anglo-américaine dans laquelle j'étais vraiment imbibé depuis très jeune à cause de la musique du rock'n'roll et du blues. Je suis donc allé à Nanterre, c'était les débuts de la fac de Nanterre, il venait d'ouvrir, c'était encore en construction. Et là, pour moi, j'étais comme un poisson dans l'eau, dirons-nous, aussi bien pour les études que dans le milieu ambiant. Quand j'ai passé la licence, j'ai choisi de me spécialiser en études américaines, aussi bien dans l'histoire, la littérature, la culture, la géographie. J'étais très versé déjà dans les livres de Jack Kerouac
la Beat Generation. Et c'était l'époque où Bob Dylan devenait très apprécié en France par le groupe de jeunes que nous étions. Donc je me suis lancé là-dedans. J'ai passé une licence en études américaines parce que j'étais intéressé avec ça, en sachant très bien que c'est pas avec ça que j'allais gagner ma vie, outre le fait que je pouvais devenir prof de fac. Et ce qui aurait été très bien si j'étais resté, j'aurais vécu confortablement, travaillé 6 mois par an, donc j'aurais bien vécu. Mais je me serais ennuyé à mourir. Avant de faire le doctorat, j'ai dit à mon professeur que je voulais prendre un an pour faire un voyage autour du monde. Et il m'a encouragé à le faire. Et je suis jamais revenu. Pour expliquer rapidement qui est Jack Kerouac, il est né le 12 mars 1922 aux États-Unis et comme son nom l'indique, il est d'origine française. C'est un écrivain et poète américain, ses écrits reflètent cette volonté de se libérer des conventions sociales de son époque qu'il trouve trop étouffantes et il tente de donner un sens à son existence. Alors pour cela, il se plonge dans les drogues, dans l'alcool, dans la spiritualité et dans une frénésie de voyage. Il donne naissance au mouvement Beat. C'est un mouvement qui inspire toute une jeunesse des années 60 et d'ailleurs c'est pour cela qu'on a appelé cette génération la Beat Generation. Et lui non plus, vous ne l'avez pas choisi par hasard, son livre Sur la route est son roman le plus connu et c'est aussi une ode aux grands espaces, à la découverte de nouveaux mondes. Nul doute qu'il a nourri votre rêve de voyage et qu'il ne vous a pas laissé indifférent. C'était pas facile à lire parce que sa prose poétique, ça prend un moment avant d'abord de comprendre les mots. Il y a beaucoup de mots argot américain que je ne connaissais pas. C'est pas nécessairement facile à lire, mais une fois qu'on se plonge dedans, c'est très poétique en même temps. J'aimais beaucoup et je m'y retrouvais complètement, bien évidemment. Et en traversant les États-Unis lors d'un trajet en bus, vous avez une révélation, vous trouvez votre sujet de mémoire. Alors, pouvez-vous nous raconter comment ça s'est passé ? J'ai décidé de choisir mon sujet d'une manière assez personnelle, parce que j'étais déjà aux États-Unis, à San Francisco, et je prenais beaucoup de bus Greyhound pour voyager dans les États-Unis, et on était en plein milieu d'un désert, quelque part dans l'Arizona, et le bus s'arrête, et je descends pour un peu me marcher, me détendre, et j'arrive devant un magasin où ils vendent des journaux, et il y avait le magazine Rolling Stone. Et sur la couverture, il y avait la photo de Jack Kerouac qui venait de mourir. J'avais son livre dans les mains que j'étais en train de lire. J'ai acheté le magazine, bien évidemment. Je suis retourné dans le bus avec le magazine et le livre. Et c'est là que je me suis dit, bah voilà, c'est sur ce livre que je vais écrire mon mémoire de maîtrise. Et donc, c'était personnel. C'est pas un prof qui m'a demandé de le faire. Ça s'est passé comme ça, dirons-nous, un signe. Vous vous rendez très vite compte que les études de droit ne sont pas faites pour vous et vous vous orientez vers une licence en études américaines, avec tout de même cette envie folle de voyager, et en 1969, vous partez pour un tour du monde. J'ai pas fait exactement la même chose que pratiquement tous mes amis. Tout le monde partait vers l'Est. Et la route, c'était au milieu de la Turquie, mais après, ils continuaient l'Iran, l'Afghanistan, le Népal. Alors moi, j'ai choisi de suivre le soleil et d'aller vers l'ouest. D'abord, j'étais attiré par les États-Unis et je suis venu aux États-Unis. Je ne connaissais personne à l'époque qui était allé aux États-Unis, ni de mes amis, ni de leurs parents. En 69, c'était vraiment une aventure. Partir, c'est sortir de sa zone de confort, là où on a grandi, là où on est aimé, et finalement... Vivre dans une ville où vous ne connaissiez personne, vous avez dû vous sentir libre d'être qui vous vouliez finalement, avec une immense disponibilité pour vous-même, non ? Absolument, vous faites ce que vous voulez, à tous les niveaux. Et cette aventure vous conduit tout droit à Woodstock en août 1969. Moi je trouve que votre aventure, elle démarre très fort. Exactement. Le week-end où j'arrive, Woodstock. Et je me retrouve embarqué dans cette aventure de Woodstock. Et c'est pas quelque chose que j'ai cherché. Je suis arrivé, ça se passait. Pourquoi pas y aller? C'est pas que j'avais autre chose à faire de toute façon. Et ça m'a ouvert les yeux, dirons-nous, sur la société américaine de jeunes de mon âge. Quand je dis jeune, j'avais 22 ans. Et aussi le côté un peu de révolte, de rébellion des jeunes Américains. Eux, c'était principalement à cause de la guerre du Vietnam, alors que nous, c'était pour des raisons qui étaient beaucoup plus une révolte contre la société conservatrice que j'appelle d'ailleurs catho-gaulliste. J'étais enfant de cœur, donc j'ai rien contre la religion catholique, puisque j'ai grandi dedans, mais enfin je suis pas resté dedans. Et le gaullisme qui était quand même très conservateur à cette époque-là. Donc notre rébellion à nous en France était basée sur des raisons différentes, mais on se retrouvait sur le fait qu'on était en rébellion
qu'on avait une langue internationale qui était le blues et le rock'n'roll. On avait des interprètes comme Bob Dylan ou Jack Kerouac. Et c'était donc facile de se rencontrer. On s'habillait de la même manière, on avait les cheveux longs, on se retrouvait facilement. Et arrivé à Woodstock, waouh! Quand je suis arrivé au pied de la colline, parce que pour y arriver, ça n'a pas été facile, mais que j'ai vu cette colline remplie de gens qui me ressemblaient et à qui je ressemblais, que je suis arrivé, tout ce que j'avais à faire, c'était m'asseoir sur l'herbe, et la musique commençait, et que tout le monde était là, sans se connaître, mais super sympa, pendant 3 jours. J'avais plus vraiment de raison de rentrer. Au contraire, puisque j'avais ces billets de bus Greyhound, et que j'avais l'intention d'aller en Californie, c'était d'aller vers l'ouest. Et là, j'ai jeté mon billet de retour dans le vol charter pour retourner en France 2 mois après mon arrivée, et j'ai décidé de rester plus longtemps. Et mon copain qui était avec moi, lui, a décidé de rentrer, et je suis resté seul. Et ça s'est très très bien passé. J'ai trouvé un moyen de gagner ma vie en vendant des disques pirates. J'ai rencontré des jeunes qui m'ont hébergé. Je voyageais dans les bus, je passais mes nuits dans les bus. Et donc, liberté totale. Tourner à gauche, tourner à droite, rester, partir. C'est ce que je fais. C'est ce que j'ai envie de faire. Bon, oui, je vais en Californie. Bien évidemment, je vais aller en Californie. Pourquoi pas? Mais en plus de ça, la musique est fantastique. Et j'ai des amis chez qui je peux rester. Je sors de Woodstock, je vais leur expliquer ce qu'était Woodstock. Et alors, le retour de Woodstock a été important parce que, avec mon copain, on se retrouve dans une voiture qui nous emmène prendre un bus pour aller retourner à New York. Et à New York, on arrive à la gare routière et on prend le métro pour retourner chez notre copain américain chez qui on restait. Et dans le métro, c'était en fin d'après-midi, les gens rentraient du travail et ils étaient assis dans le métro à lire le journal sur lequel il y avait le titre « 3 jours de musique, de sexe et de drogue ». Et moi qui viens d'arriver, ça fait même pas une semaine que je suis aux États-Unis et j'ai déjà vécu quelque chose d'extraordinaire. Je me suis senti immédiatement à l'aise, beaucoup plus que je ne l'ai jamais été quand je vivais à Paris. Vailles à la main, Paris derrière moi, un billet sans retour vers le grand froid. Traverser l'océan, croiser les étoiles, chercher un sens dans ce monde bancal. Le vent des années 60 dans mes cheveux, un garçon perdu qui se cherche un feu. À travers les routes, sous le soleil lourd, un bleu laissé par l'amour. Et à Woodstock, je trouve ma maison. Guitare qui hurle des tas d'émotions. Corps qui dansent, les âmes qui volent. Jamais l'envie de rentrer à Étoile. Le ciel éclate, les voix montent vives. Chaque souffle est une raison pour que je vive. Les chants me parlent, les murs se défont. Ici, je reste au fond. L'argile m'englobe, les tambours résonnent. Chaque instant pèse comme des millions de tonnes. Paris, le béton est un faux souvenir. C'est ici que je refais mon avenir. Et à Woodstock, je trouve ma maison. Guitare qui hurle des tas d'émotions.
Il n'y a pas eu qu'un seul Woodstock cette année-là en 1969, c'était même, je crois, une année plutôt prolifique en événements. Il y en a eu 3, il me semble. Mais Woodstock, pour moi, c'était la première des 3 phases qui ont existé. La deuxième, c'était quand j'étais en Californie et que je suis allé au Big Sur Folk Festival, où plusieurs des artistes qui s'étaient produits à Woodstock y jouaient. Alors là, c'était Woodstock à la californienne. C'était très beau, etc., très calme. Ça avait une dimension différente. Et le troisième, c'était le concert gratuit des Rolling Stones à Altamont, où j'ai été aussi. Je suis un des très très rares à être allé aux 3. Et c'est pas que j'ai cherché. Les 3 fois, j'étais dans le coin. Donc j'ai vu, si vous voulez, le début du rêve, le rêve instantané, pas planifié, la continuation à la californienne du rêve californien, et puis la chute vertigineuse, et tout ça en 4 mois. Alors cette chute dont vous parlez fait écho au 3e Woodstock initié par les Rolling Stones. Eh bien, les Rolling Stones ont eux aussi voulu créer l'événement, sauf que l'organisation a été en dessous de tout. La sécurité, il faut le savoir quand même, elle a été confiée aux Hells Angels, qui étaient quand même réputés pour être très violents. Ça a été une catastrophe. D'ailleurs, c'est ce qui avait failli se passer à Woodstock, parce que le gouverneur de l'État avait menacé d'envoyer les State Troopers pour faire partir tout le monde. Et les organisateurs, dont Michael Lang, que j'ai connu, que j'ai réussi à amener à France 2 pour un entretien, eh bien Michael Lang a réussi à persuader le gouverneur que ça serait une énorme erreur qui se terminerait en tragédie. Et le gouverneur a fini par écouter, et heureusement. Heureusement, parce qu'il y avait quand même, on ne sait pas combien de gens étaient présents à un moment donné, mais on estime qu'il y avait quand même un demi-million de personnes qui y sont allées, qui y sont passées entre le premier jour et le dernier jour. Alors aujourd'hui, vous retournez régulièrement sur le site de ce concert culte, et qui est bien sûr dans toutes les mémoires, même celles des plus jeunes qui ne l'ont pas connu. Il y a régulièrement des commémorations qui se passent au Bethel Woods Center Festival. Alors c'est un amphithéâtre, un centre des arts du spectacle. C'est aussi un musée qui est situé sur le site de Woodstock, et vous y participez régulièrement. De temps en temps, je retourne à Woodstock parce que tout ce que j'ai gardé de cette époque-là, je le donne au musée. Donc je fais partie des dinosaures du musée, si vous voulez, etc. De temps en temps, j'y emmène des amis, principalement français, mais aussi américains, comme par exemple un ancien de la guerre du Vietnam qui voulait voir. Et je l'ai emmené, je l'ai mis sur le champ, là où j'avais dormi. Et lui était au Vietnam et moi j'étais là. Et c'était très émouvant, aussi bien pour lui que pour moi, parce qu'on était vraiment des deux côtés de la barricade, complètement opposés. J'y retourne avec plaisir, j'y emmène les gens qui veulent bien y aller. Là, je dois y aller dans 3 semaines, emmener d'autres gens, et ça me fait toujours plaisir d'y aller, d'expliquer. Parce que si vous y allez vous-même, vous allez voir un champ vide, et puis un petit monument, et vous comprenez pas. Même si vous allez au musée. Et d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que quand j'y vais avec des Américains et qu'on parle anglais, les gens qui viennent visiter, il y a toujours « Ah, vous y étiez, mais alors bon, comment c'était ?» Et de faire ça maintenant, alors que pendant 1 an, ça m'était impossible d'expliquer ce que c'était. Et quand je suis rentré en France, d'essayer d'expliquer à mes amis qu'est-ce qu'avait été Woodstock, personne ne comprenait jusqu'au jour où le film est sorti. D'ailleurs, Martin Scorsese, c'était, je crois, son premier job d'assistant réalisateur. C'est un film qui dure pratiquement 2 heures. C'est seulement une partie, d'ailleurs, de ce qui s'est passé. Une fois que les gens ont pu le voir, ils ont compris un peu mieux ce dont je parlais. Après une traversée des États-Unis pendant laquelle vous trouvez le sujet de votre mémoire universitaire, vous continuez votre voyage vers l'Amérique du Sud et vous arrivez dans la jungle amazonienne que vous rêviez de visiter. Vous remettez donc à plus tard votre retour en France. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos aventures dans la jungle ? Je suis parti pour faire le tour du monde pendant 1 an, retourner à Nanterre avec mon prof et passer mon doctorat. Mais ce qui s'est passé, c'est que je suis descendu en Amérique latine pour visiter, et ça faisait partie de mon tour du monde. Quand je dis ça faisait partie, j'avais pas vraiment de plan précis. C'était simplement quel est le prochain bus, quel est le prochain avion, quoi que ce soit. Et je suis arrivé en jungle amazonienne, que j'avais toujours voulu connaître depuis que j'étais adolescent, je sais pas pourquoi. Et j'avais vu des photos, ça m'intéressait, je voulais y aller. Et en arrivant, je ne pouvais pas me permettre de payer les tours de safari qui existaient et qui coûtaient à l'époque $100 par jour. Et moi qui n'avais que $700 en poche pour le reste de ma vie, $100 par jour, c'était hors de question. Et je suis allé voir l'Américain qui avait l'entreprise la plus populaire du coin, et il m'a engagé comme guide. Parce que il n'avait personne qui parlait français. Et j'avais travaillé à Paris, aux États-Unis, comme accompagnateur. Et donc, avec le peu d'expérience que j'avais,
Il m'a engagé et il m'a mis sur tous ses tours pendant une semaine, gratuitement, pour que j'apprenne. Alors déjà, gros bonus. Moi qui pouvais pas me permettre de payer ces tours, brusquement, je me retrouve en plein milieu de tout. Et j'apprends aussi rapidement que je peux. Et en effet, il y a des groupes qui viennent de France, du Canada, de Belgique, de Suisse pour la saison. Et quand il n'y avait pas de groupe qui était francophone, je pouvais le faire en anglais. Alors je parlais pas espagnol ni portugais, mais les autres qui travaillaient avec moi baragouinaient un peu, donc on s'entendait. Et je pensais rester 2-3 mois, faire un peu d'argent et continuer à voyager. Mais je suis resté pratiquement 1 an. Ça a été ma deuxième université. Emmener des gens tous les jours chez les Indiens Yagua et Tikuna, qui sont les Indiens à côté de Laetitia, ça m'a permis d'avoir un rapport plus proche avec eux. Et ce qui fait que quand leurs femmes venaient en ville, j'étais pratiquement le seul homme avec qui elles avaient le droit de parler, parce que les hommes me connaissaient, ils avaient confiance. Et quand j'y allais, des fois ils m'invitaient à des petites fêtes. Et puis une autre chose aussi, c'est que nous avions des ingénieurs français qui travaillaient pour Petrobras et qui cherchaient du pétrole dans la région brésilienne. Là où j'étais, c'était à la frontière du Brésil et du Pérou, en Colombie. Et donc, je prenais des hélicoptères et j'allais loin visiter les tribus d'Indiens. Et le fait d'être resté longtemps comme ça m'a permis de beaucoup mieux connaître et de beaucoup mieux me connaître aussi. Parce que la vie en jungle n'est pas facile pour personne et on est obligé de voir ses propres limites, aussi bien physiques que mentales. Et ça a été... regardez comment je vous en parle, c'est toujours en moi, je le dis toujours. Je suis content d'avoir fait ça et je recommanderais à tout le monde de le faire. Parce que nous sommes, habitués à vivre dans notre milieu confortable, bourgeois, matérialiste, etc. Mais il y a quand même un autre côté de la planète qui vit différemment. À propos justement de cette différence de mode de vie, comment avez-vous vécu vous-même ce décalage ? Un jour, je descends au restaurant pour prendre le groupe de Français que je devais accompagner ce jour-là, et je prends la liste des touristes. Je vois un nom que je connais, et qui est un nom rare en France. Et c'était le nom d'un garçon avec qui j'avais fait au moins 6 ans de lycée. Et je regarde et je le vois. Il me regarde avec des grands yeux, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis ton guide. » Il me dit « C'est pas possible. » Et je lui dis, et toi ? Il me dit, moi, j'ai échoué mon baccalauréat, je travaille dans une banque, c'est mes vacances annuelles, j'ai joint un groupe avec une agence, alors je suis ici, et ensuite on va aller voir ailleurs. Et il me dit, comment tu as atterri ici ? J'ai dit, voilà, j'ai atterri. Et je suis ici, et puis j'ai trouvé du travail, et puis maintenant je suis ton guide. Et quand on est revenu ce soir-là, je sais plus où je les ai emmenés, des tribus d'Indiens, quelque part, mais quand on est rentré ce soir-là, on avait un gros bateau où on pouvait mettre 60 de personnes. Et je me suis assis à l'avant du bateau, la proue entre mes jambes, donc l'eau juste en dessous de l'Amazone, et le soleil se couchait. C'est absolument splendide. Et les chauves-souris sortaient pour aller chasser des insectes, les oiseaux, etc. Et je me disais, lui, il sait où il est, il sait où il va. Et moi, absolument pas. Lui, il peut se permettre des vacances. Moi, je suis en vacances. Toute ma vie, j'ai jamais eu de formation professionnelle. Où est-ce qu'on apprend à être guide en jungle amazonienne ? Bon, on apprend sur place. Et tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est comme ça. La seule pseudo-formation professionnelle que j'aurais pu avoir, c'est à la fac pour devenir prof. Mais même là, on nous apprend pas à être prof. On nous apprend des choses, mais ensuite, prof, on se jette dans l'arène et puis on fait ce qu'on peut. Mais il n'y a pas vraiment de formation à ce sujet-là. Et tout ce que j'ai fait par la suite, je me suis réinventé à chaque fois et j'ai improvisé. C'est certainement très difficile de s'improviser autant qu'on le voudrait en Europe et peut-être encore plus en France. Quel est votre point de vue à ce sujet ? En France, la manière dont on grandit, et c'est notre éducation, on est dans une classe sociale, on est dans une boîte avec une étiquette. Et c'est comme si on n'avait même pas le droit d'en sortir. Quand on cherche à se réinventer, la famille, les amis n'aiment pas ça. Personne ne veut nous voir changer, surtout si on va réussir. Là, il y a des jalousies profondes des fossés qui se creusent. Et donc, on est dans une classe sociale. Essayer de prétendre brusquement de faire partie d'une autre classe sociale plus élevée, on devient des nouveaux riches, c'est la seule manière de le faire, et ça c'est très 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 mal vu en France. C'est pas aux États-Unis que ça gêne, mais en France c'est très mal vu. Et donc en effet, on est programmé dans ce sens social.
le ciel brûlant, tout se mélange. Le vent murmure, les feuilles en échange. Jaguar furtif rôde près des lianes. Ombre dansante crée des formes profanes. Amazonie, ma jungle mystique. Tes secrets vibrent, c'est magique. Entre les racines, les âmes s'endorment. Dans ton chaos, la vie se conforme. Les percussions de la pluie sur le sol, comme un tango des gouttes qui se consolent. Des oiseaux chantent des mélodies sauvages, en raid de l'écho au bord des rivages. Amazonie, ma jungle mystique. Tes secrets vibrants, c'est magique. Entre les racines, les âmes s'endorment. Dans ton chaos, la vie se conforme. C'est une danse, un souffle ancien, un cri d'amour brûlé par l'ébène. L'homme se perd dans cet écrin, oublie son nom, revient terrien. Les étoiles s'effacent sous ton toit, lianes enchevêtrées, gardiennes des lois. Les esprits veillent au-dessus des cimes, guident les pas dans ce rêve sublime. Après votre séjour dans la jungle amazonienne, vous restez en Amérique du Sud, mais vous partez pour Rio de Janeiro et vous y restez environ 5 ans. Quelle profession y avez-vous exercé? Ouais, j'ai continué dans le tourisme, dans l'hôtellerie. Pareil, je suis arrivé à Rio, j'ai trouvé un job pour lequel j'étais absolument pas préparé, mais bon, j'avais une maîtrise d'université, je parlais anglais et français, donc j'étais qualifié. Alors que ça n'avait rien à voir. Et après 4 ans, j'étais directeur du département de charter de la plus grosse société de tourisme en Amérique latine qui représentait American Express. Mais de là, après, j'ai décidé de faire de l'hôtellerie. J'ai connu quelqu'un qui a été vice-président de la plus grosse société hôtelière brésilienne qui s'appelle Othon. Et il m'a dit, bah écoute, on ouvre un hôtel, viens, je te montrerai, et puis voilà. Alors brusquement, je suis hôtelier. On n'en a pas encore parlé, mais à l'époque, vous étiez marié à une jeune américaine que vous aviez rencontrée à Paris. Quel rôle a-t-elle joué dans votre parcours? Elle est venue avec moi dans ce tour du monde. Donc elle était avec moi en jungle, et puis à Rio de Janeiro. Mais au bout de plusieurs années à Rio, elle a décidé de rentrer aux États-Unis. Et elle m'a donné un peu l'ultimatum de dire « Si tu veux venir avec moi, tu peux bénéficier du visa permanent de résident aux États-Unis. Et sinon, je vais retourner à New York, on va divorcer, et puis bonne chance à toi à rester au Brésil, où je serais d'ailleurs devenu brésilien, puisque j'avais déjà mon permis de résident. » Et je me suis dit, je vais aller à New York. Je vais essayer, je vais voir. D'abord, je voulais jouer de ma guitare dans un groupe de rock à New York. Je trouvais ça fantastique, l'idée. Et si ça marche pas, au bout d'un an, je peux toujours retourner à Rio, je peux toujours retourner à Paris, ou je peux aller dans le Zimbabwe, ou je sais pas où. Enfin, j'avais pas de plan. Et je suis venu à New York avec 7 valises, $1000, il y a donc 48 ans. Alors vous quittez Rio pour rejoindre votre épouse à New York et vous obtenez la carte verte. Comment est-ce qu'on vit ce moment-là? Est-ce que c'était important pour vous d'être accueilli par les États-Unis? Ah oui, absolument. D'abord, j'ai eu ma carte verte en faisant la demande à Rio de Janeiro, au consulat. Et donc, quand je suis arrivé aux États-Unis, je suis arrivé à Miami,
Et j'avais une enveloppe que le consulat m'avait donnée avec tous les documents qu'il ne fallait surtout pas que j'ouvre parce que sinon ça annulait tout. Et arriver à l'aéroport avec l'enveloppe et de dire à l'agent de l'immigration « Voici mon enveloppe » et il me met dans une petite salle, il me dit « Attendez ici », j'attends patiemment et 2 heures plus tard, je sors de là avec ma carte verte. Et là, c'est un énorme pas en avant dans ma vie. D'abord, je l'ai fait tout seul, sans avocat. C'est quelque chose que j'ai demandé. C'est quelque chose que j'ai réussi à faire. Et puis finalement, d'arriver ici et je suis chez moi, j'ai pas le droit de vote en tant que quart de vert. Mais tout le reste, je peux aller vivre où je veux dans le pays. Je peux travailler dans n'importe quelle profession ou pas. C'est une grande responsabilité pour l'avenir. Il y en a qui l'ont par la loterie. Il y a une loterie, oui, tous les ans, il y a à peu près 50 000 immigrants. Vous pouvez faire, vous, sur l'Internet, la demande tous les ans. Et il y a des gens qui l'ont eu comme ça. J'en ai connu 2 ou 3. C'est une plume dans le chapeau. Et ensuite, 5 ans plus tard, de faire la demande de citoyenneté. Alors j'ai tout fait moi-même sans avocat. Généralement, on prend un avocat, mais j'ai tout fait moi-même. Et ça m'a pris 3 mois. Il y a une sorte de fluidité dans votre parcours, comme si, à chaque fois, vous étiez au bon endroit au bon moment, et que tout convergeait à vous exaucer, en fait. J'ai toujours pensé qu'il y avait je voudrais pas dire une aide divine, j'en sais rien de ça, mais il y avait quelque chose quelque part qui me guidait pour me mettre là où il fallait, quand il le fallait. Mais aussi ma responsabilité, il y a beaucoup de gens par exemple qui viennent ici et que je ne connais pas mais qu'on me recommande à cause de cette association française dont je suis un passé président, des touristes français qui viennent et qui me disent « Mais vous avez de la chance d'habiter à New York ». Je dis « Non, ça n'a rien à voir avec la chance. C'est pas que j'ai acheté un billet de loterie, non. J'ai voulu, j'ai fait, j'ai survécu, je suis toujours ici et personne ne m'a jamais rien donné. Ça n'a rien à voir avec la chance. Il faut le vouloir. Si vous le vouliez, vous pourriez habiter ici aussi. Il suffit de faire ce qu'il faut. Comme vous venez de nous le rappeler, vous êtes le président de l'Union française, qui est une association très ancienne aux États-Unis. Historien et archiviste au sein de cette même association, vous accompagnez les Français expatriés à New York. Est-ce que le migrant d'aujourd'hui vous ressemble ? Est-ce qu'il a les mêmes aspirations, les mêmes passions que vous aviez en arrivant vous-même ? Alors les choses ont beaucoup changé et ça je peux en parler avec une expérience non seulement vécue mais de ce que je vois. Je fais partie de l'association française la plus ancienne aux États-Unis qui a 227 ans, dont je suis un passé président et l'archiviste. Notre association, faut parler français, donc c'est principalement des Français. Bon, il y a quelques Belges ou Suisses ou autres. Les immigrants ont changé dans le sens que moi, ma génération, on partait à l'aventure. On voulait découvrir le monde. Les jeunes que je vois maintenant, enfin quand je dis jeunes, ils ont entre 30 et 45 ans, mais pour moi ils sont jeunes, c'est plus du tout ça. Pendant un moment, on a parlé de la fuite des capitaux, de la fuite des cerveaux, etc., ce qui était déjà très différent de ce que mes amis et moi ont fait dans nos voyages il y a un demi-siècle. Les Français qui venaient ici il y a encore 25-30 ans, ils venaient à l'aventure, ils n'avaient pas beaucoup d'expérience professionnelle et ils finissaient dans les industries de la restauration, le vin, la nourriture, etc., puisqu'en étant français, on nous donne un crédit moral là-dessus. Alors que ceux qui viennent maintenant, ils viennent avec un but précis de travail, de monter une entreprise, avec de l'argent. C'est beaucoup plus matérialiste. Aujourd'hui, vous avez créé votre nid aux États-Unis, votre Home Sweet Home, que vous partagez avec votre seconde épouse et avec qui vous êtes en couple depuis 34 ans. Alors, quel est le secret de la longévité en amour ? Alors justement, on en parlait hier, on n'a aucune idée. Il n'y a pas de secret. Voilà le secret, c'est de pas y réfléchir peut-être. C'est ça. C'est d'improviser tous les jours. Le grand secret, c'est la patience, la tolérance. Et savoir se taire, parce que ça, c'est pas du tout ma qualité. Et c'est pas la sienne non plus. Et c'est toujours un défi permanent. Tant qu'on est intéressé à relever le défi, ça marche. Elle et moi sommes divorcés déjà. C'est notre 2e mariage. Et les divorces sont douloureux. Ils laissent des cicatrices. D'abord, un divorce, c'est un constat d'échec. Et puis au bout de 34 ans, qu'est-ce qu'on va faire de mieux ailleurs ? Il est parti un matin clair, un billet d'espoir, un souffle d'air, la voix d'amour qui doucement l'appelle, la lumière de New York comme une aquarelle. Elle attendait dans un café, un rêve au coin des lèvres pressées. Son cœur battait
un tambour sous les étoiles d'un autre jour. L'amour a pris les avenues, à travers les rues, les ombres nues. Un duo dans la ville qui ne dort pas, leur ballet d'amour sous les lampadaires déjà. Les taxis chantent et le bitume pleure. Les néons dansent dans leur bonheur. Dans le tumulte, une valse douce. Chaque regard les unit, les pousse. Ils dansent dans Times Square éclairé. Le jazz du piano les a liés. Une harmonie entre l'homme et la femme. Leur amour